Merci et bonjour. Donc, je vais commencer par remercier aussi pour l'invitation d'être ici. Comme c'est clair de l'introduction et de mon intervention, je ne suis pas un spécialiste du Coran du tout, mais je m'intéresse beaucoup sur la production et utilisation et circulation de textes arabes dans la période médiévale et surtout en Égypte. Donc pour ça, je suis très intéressée dans les questions qui étaient posées au début ce matin et surtout les questions d'infrastructure et organisation de connaissances ou expertise que les Corans de Fustat et cette question de grand nombre de Corans posent. Et en fait, j'ai justement ajouté pendant l'introduction que, en fait, comme je travaille avec Papyrus, ça va être clair. Je travaillais forcément sur la campagne, sur la question de campagne et pas de Fustat, même s'il y a maintenant aussi des papyrus de Fustat, mais la plupart viennent de campagne, donc dehors les villes. Mais en fait, pour les papyrus et pour la campagne, nous avons en fait, je pense, la situation en renverse. Comme je vais expliquer, nous n'avons pas beaucoup de copies de Coran de campagne. Mais il y a aussi une question comment identifier ou comment localiser. Et ça ne veut pas dire que le Coran n'est pas présent. Comme je vais montrer dans les amulettes surtout, mais aussi dans des autres formes. Une des premiers textes, c'est un tafsir, donc une exégèse du Coran, qui vient de campagne égyptienne. Donc le Coran est présent, mais justement pas dans des copies comme ils étaient à Fustat. Et l'autre chose, maintenant je donne déjà les conclusions, mais je vais revenir dessus aussi. L'autre côté de cette question, donc pas beaucoup de copies de Coran entières, mais le Coran est présent dans d'autres formes. Et l'autre chose, c'est que le texte qui est vraiment présent et qui dans ce domaine, ce sont des hadiths. Il y a vraiment dizaines de fragments avec des hadiths et beaucoup de hadiths qui ne sont pas connus, préservés dans les collections canoniques. Et donc là, notre Coran pour la campagne sont en fait les hadiths. Et il y a quand même un peu les mêmes questions, peut-être bien sûr, ces deux textes, et moi je comprends, je pense déjà pourquoi les hadiths sont tellement présents, mais la question de à quel servent ces textes est importante aussi pour cette collection de fragments. Déjà, maintenant, j'ai déjà commencé pour quelques minutes, mais j'ai pensé que je devais aussi dire que français n'est pas ma langue et j'essaie, mais je m'excuse pour ça aussi. Donc, je veux commencer quand même pour dire quelques mots sur le papyrus et pourquoi, comme j'ai dit, quand on travaille avec papyrus, on travaille dans la campagne et qu'est-ce que c'est le potentiel, mais aussi les limites de travailler avec, d'utiliser les papyrus pour reconstruire le milieu intellectuel. Et avec le milieu intellectuel, je veux dire, et pourquoi c'est intéressant, je veux dire que je voudrais reconstruire les activités intellectuelles, donc scientifiques, littéraires, mais aussi des organisations d'éducation, même entraîner des scribes et des copistes, parce que pour la production des Corans et des autres textes littéraires, ça c'est bien sûr aussi important. Et je pense que c'est intéressant, comme j'ai dit, pour comprendre le monde dans lequel ces Corans de Fustat ont circulé ou peut-être pas circulé, comme j'ai dit, et de quel monde les Corans font partie ou encore peut-être ne font pas partie. Peut-être ce sont en fait des mondes séparés. Donc, le papyrus était un matériau qui était découvert comme matériau pour écrire 3000 ans avant notre ère et qui était utilisé aussi par les Arabes quand ils sont arrivés en Égypte et je pense déjà avant en Arabie aussi.
Le papyrus est fait de plantes de papyrus. C'est donc un matériel organique et c'était utilisé pour toutes les sortes de textes qu'on peut imaginer, parce que c'était le matériau d'écrire dans tout le monde méditerranéen et aussi, comme j'ai dit, en Arabie. Et comme c'était utilisé pour des textes, des lettres, des contrats, des listes, toutes les choses comme ça, mais aussi pour les livres, mais surtout pour les documents, mais aussi, même pour les livres, c'est comme Judith a décrit pour les choses qui sont arrivées dans le Geniza. La même chose était aussi, bien sûr, pour ces documents sur papyrus. Quand ils n'étaient plus utilisés, ils étaient jetés. Mais comme c'est un matériau organique, quand il y a un contact avec de l'eau, ça disparaît. Mais en Égypte, parce que nous avons beaucoup de déserts, les papyrus étaient déposés dans les poubelles, dans les endroits où on n'habite pas, peut-être aussi des Geniza dans des bâtiments, mais surtout dans des poubelles dans le désert. Et donc là, ils sont préservés. Ça veut aussi dire que maintenant, comme j'ai dit, que les papyrus nous informent surtout sur ces endroits, ces régions de désert. Et on peut même dire, je pense, que quand on étudie un papyrus, on est dans la campagne là. Bien sûr, c'était utilisé dans le delta, c'était utilisé dans le Fustat, à Alexandrie et partout, mais là, ils ne sont plus préservés. Comme j'ai dit, maintenant, ils ont trouvé quelques-uns à Fustat, mais la plupart des papyrus d'Égypte viennent de cet endroit. Et donc dehors des centres d'occupation et pas de Fustat ou du mosquée de Amr ibn al-As que nous avons vu avant. Avec les papyrus arabes, la papyrologie arabe, donc ils étaient là dans le désert. Et après quelques siècles, ils étaient redécouverts, donc c'est à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ils étaient découverts dans des fouilles organisées, mais aussi beaucoup de papyrus étaient découverts dans des fouilles pas organisées, donc ils étaient vendus, vendus et pris sur le marché de l'Antiquité et nous ne savons pas d'où ils viennent. Nous pouvons reconstruire même ces papyrus qui étaient vendus sur le marché d'Antiquité, que la plupart des papyrus arabes viennent de quelques endroits spéciaux dans cette grande région de désert que j'avais indiqué sur le slide avant. Mais donc, ça veut dire que maintenant, même si on continue à découvrir des papyrus arabes, maintenant, dans des fouilles contrôlées, et donc ça va, j'espère, changer. Maintenant, nous avons beaucoup de papyrus, comme j'ai dit ici, plus que 200 000, dans des collections différentes, et seulement une petite partie éditée et étudiée. Et la plupart de ces papyrus, nous ne savons pas d'où ils viennent, pas exactement. Et donc, ça va prendre encore du temps avant que nous pouvons écrire un article comme, par exemple, était fait pour la période romaine par Peter van Minne. Il a écrit un article qui s'appelle intitulé Boorish or Bookish Literature in Egyptian Villages in the Fayoum in the Greco-Roman Period. Donc, c'était publié dans le Journal of Juristic Papyrology de numéro 28. Donc, il pouvait prendre des papyrus littéraires du Fayoum, seulement du Fayoum, de l'oasis du Fayoum, du période gréco-romain, et regarder qu'est-ce qu'on a lu dans les différents villages dans le Fayoum. Il pouvait reconstruire dans quel village ce texte était populaire là-bas. Ça. Donc pour les choses arabes, on ne pouvait pas faire ça du tout,
nous avons quelques pièces littéraires qu'on peut localiser précisément, mais pas plus que ça. Donc, comme j'ai dit, je pense pour les Corans dans les campagnes, nous n'avons pas beaucoup. J'ai mis seulement 2 exemplaires de samples. Ça, c'est parce que c'est à Leiden et c'est assez connu parce que c'est sur papyrus. Ça, c'est bien sûr l'autre question, les Corans sur papyrus. Mais ça, c'est Eva Gropp l'a publié et je pense qu'elle a raison de dire que ce n'est pas en fait une feuille d'un codex du Coran, mais c'est si un exercice scolaire ou peut-être une amulette ou quelque chose comme ça, c'est en fait un document. L'autre que je vais montrer seulement, c'est le petit fragment qui est à l'IFAO, qui vient d'Edfou. Nous savons que ça vient d'Edfou. En Rougour, il travaille et c'était daté donc début du Xe siècle. Donc, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que les textes corans ne sont pas présents, mais ils sont surtout, qu'on va voir, présents dans la forme des amulettes, donc de petits fragments de citations, des choses comme ça. Donc, si on veut, comme j'ai dit, dire quelque chose sur le... J'ai encore 2 minutes. Ok, je vais aller peut-être dire seulement, donc, pour reconstruire de ces papyrus qu'on a, qu'est-ce que c'était les activités littéraires dans la campagne égyptienne? Je pense qu'il faut regarder 3 choses. Donc, le premier, c'est les infrastructures qui existent pour des activités intellectuelles, donc les bibliothèques, la présence de bibliothèques, des écoles, des cours, je veux dire pas des cours juridiques, mais des cours où il y avait des patrons et d'argent pour payer des écrivains, mais aussi, bien sûr, la présence ou la continuation des institutions pré-islamiques. Parce qu'on sait, bien sûr, qu'en Égypte, il y avait la fameuse université à Alexandrie. Il y a une référence à le poète Yusuf ibn al-Sarraj, qui vivait dans le 3e, 9e siècle, qui était accusé par al-Mutanabbi en Irak qu'il a utilisé trop de références, il a fait trop de références aux pensées antiques, des références archaïques. Même il y a des écrivains Pythagoras, il a mentionné. Donc il y a cette idée, et je pense aussi une continuation d'activités et de connaissances antiques en Égypte, traversées par des institutions, c'est sûr. Aussi, bien sûr, les monastères, mais là, il y a une question d'interaction. Qu'est-ce que c'était l'interaction? On ne sait pas si en Égypte, il n'y a pas des anecdotes comme, bien sûr, c'est une histoire d'anecdote encore de Shabushti, le Kitab al-Dayarat, qui parle de visites des musulmans à des monastères en Irak et Syrie, en ne cherchant pas de connaissances, mais quand même les visites et les interactions, on ne l'a pas pour l'Égypte et on ne sait pas, bien sûr, qu'est-ce qu'était l'interaction entre les monastères et les autres gens. Donc, après, mais pour ces institutions d'infrastructure pour une vie littéraire, aussi mosquées, bibliothèques, comme j'ai dit, on n'a pas de référence, et ça c'est aussi un peu un problème d'activité archéologique, on n'a pas de traces des mosquées, par exemple, pour les premiers 3 siècles d'Or-Fostat. Non? Et donc, il y a une question s'il y avait quelque chose à Aswan, mais sinon, on ne l'a pas. Donc, on n'a pas de référence à un programme, pas d'un programme des autorités à Fostat de faire une infrastructure comme ça. En plus, il n'y avait pas une population musulmane dans les campagnes égyptiennes pendant les premiers 3 siècles qui a demandé une infrastructure comme ça. Donc, de 2 côtés, ça n'existait pas.
Après, je voulais dire que je pense qu'il faut regarder la production et circulation de textes. Là, bien sûr, il y a trois choses. Premièrement, il y a circulation de textes qui n'étaient pas forcément écrits, produits en Égypte. Non, produits comme texte, mais pas comme objet physique, mais pas nécessairement le texte même. Donc, par exemple, le fameux codex qui était aussi trouvé à Edfou de Wahb ibn al-Munabbih, lui, il était un écrivain yéménite. Son texte était circulé en Égypte et était copié près de Edfou, mais ce n'était pas composé en Égypte, si on veut dire. Après, il y a bien sûr la question de composition des textes originaux, hein, la création de textes nouveaux en Égypte. Et troisièmement, je pense qu'il faut prendre compte des écrivains, des savants qui sont venus en Égypte en cherchant d'informations spéciales. Et on sait là aussi, bien sûr, que par exemple, Ibn Ishaq et Ibn Hisham sont venus, et aussi des autres, pour trouver parce que la réputation d'Égypte comme recevoir des hadiths était très important, et ça va bien sûr très bien avec ce que j'ai dit, qu'on a beaucoup de fragments de hadiths trouvés dans les papyrus. Donc, et finalement, bien sûr, il faut, je pense, simplement regarder qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a de fragments sur papyrus, de textes littéraires. Et là, je vais très vite pour dire seulement que du 1er siècle, on n'a rien. Le 1er siècle musulman, on n'a rien. Le 2e siècle, seulement la fin du 2e siècle, ça commence. Nous avons quelques textes, en fait deux, une copie de l'Muwatta de Malik qui était publiée par Nabi Abd et une tafsir. Donc eux, les deux textes sont de la fin du 2e siècle, fin du 8e, début 9e siècle. Après, nous avons ça commence avec les hadiths, les fragments de hadiths en plus. On a pas mal de hadiths du 2e, 3e siècle. Et ça, c'est en fait tout qu'on a pour le 2e, début 3e siècle. Dans le 3e siècle, ça commence avec il y a beaucoup plus de textes, beaucoup plus. Encore dans le domaine des hadiths, beaucoup, dizaines, comme j'ai dit, amulettes, je ne sais pas où il faut le mettre. J'ai déjà mentionné le codex de Wahb ibn al-Munabbih. Après, il y a le rouleau du 3e, 9e siècle avec les hadiths d'Abdallah ibn Lahiya, qui était juge et muhaddith actif en Égypte, mais qui n'était pas un penseur, comme j'ai compris, très très grand, mais on le connaît très bien parce qu'on a ce rouleau. Donc ça, c'est déjà tout. Donc, et donc, dans le 3e siècle, nous avons aussi un texte astrologique, par exemple, et un poème qui sont tous les deux sûrement faits, comment dire, c'est pas, ils sont des produits locaux qui étaient faits, qui ont un caractère d'introduction et assez rudimentaire, on peut dire, ou basique. Donc le texte astrologique, même si c'est le plus ancien texte astrologique arabe que nous avons, ou astronomique, c'est un texte d'instruction très simple, pas scientifiquement, pas vraiment d'une qualité très, très riche et importante. Donc, je veux finir seulement pour donner quelques raisons peut-être
pourquoi nous avons en Égypte, jusqu'à fin du deuxième siècle, pas de texte vraiment littéraire, et pourquoi du IIIe siècle nous avons plus, mais d'un caractère, comme j'ai dit, assez basique, assez rudimentaire. Donc, j'ai déjà dit que la première raison est la démographie. Comme j'ai dit au début, il n'y avait pas une communauté musulmane dans la campagne qui a demandé, pour qui c'était nécessaire d'avoir une infrastructure. Ils n'étaient pas présents et d'avoir une infrastructure, mais qui n'ont pas non plus, bien sûr, produit des choses parce qu'ils n'étaient pas là. Donc, c'est en fait le IIIe siècle. Premièrement, ils n'étaient pas là physiquement, et après, il n'y avait pas vraiment une communauté qui a utilisé l'arabe jusqu'à le IIIe siècle. Donc, dans le IIIe siècle, aussi les Égyptiens chrétiens ont utilisé l'arabe, et donc à ce moment, on peut comprendre pourquoi il y a plus de textes. Et aussi des textes qui sont scientifiques et littéraires, comme j'ai dit, comme le poème. Après, bien sûr, en Égypte, je pense le changement dans le 3e, 9e siècle, les changements politiques et le début d'une circulation de dynasties qui était en Égypte avec tout un contexte culturel politique qui a demandé ou qui a stimulé la production littéraire est important, je pense. Je vais arrêter là parce que pour le temps. Mais, merci.